du département de formation aptitude urbaine, donc formation continue à la programmation urbaine, dont on va parler un peu plus avant à la suite donc, de mon intervention. Avant évidemment de commencer un tel exposé, eh bien, de quoi et de qui parle-t-on? Alors, on parle ici de communes, de communautés de communes, peu denses à très peu denses. On parle d'espaces périurbains qui sont sous influence économique, démographique de grandes villes. On parle de petites villes, d'intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui peuvent exercer donc des fonctions de centralité. On pense à la question notamment des petites villes de demain. Donc plusieurs caractérisations à la fois statistiques, mais aussi morphologiques, qui dessinent des réalités socio-économiques, des caractéristiques géographiques qui sont très différentes. Alors, face à ces réalités, on pourrait opposer une diversité dans les façons de procéder. Après tout, à l'ombre des métropoles et des grands projets, pourquoi diable s'engager dans une démarche de programmation urbaine quand, après tout, un dessin, une image du projet, c'est cela dont on a besoin pour arbitrer sur le devenir du centre-bourg, ou de toute façon, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et puis, on a déjà des OAP, du PLU, qui peuvent finalement servir de base pour faire un projet. Ou alors, de toute façon, on peut attendre que des porteurs de projets privés viennent frapper à la porte, voilà, des marges d'opportunité, et puis on réfléchira après en fonction des différentes propositions qui nous seront faites. Alors, évidemment, tous ces verbatim, entendus, hein, d'une certaine manière, eh bien, sont, oui, un petit peu ironiques d'une situation complexe vécue sur les territoires, parfois en mal, effectivement, et souvent en mal d'ingénierie. Et donc, où effectivement, la question de la construction, de la façon d'envisager le développement de projet est un enjeu considérable. Alors, en vérité, vous l'aurez constaté en travaillant pour ces petites maîtrises d'ouvrage, ce qui évidemment n'est pas du tout péjoratif, mais qui fait qu'effectivement ce sont des maîtrises d'ouvrage qui sont souvent peu dotées en moyens. Eh bien, reste que ce sont des territoires qui, malgré le manque de moyens, sont très challengés. Ils sont en première ligne des enjeux de transition en termes de sobriété, de résilience, en première ligne sur les questions de revitalisation, sur les questions évidemment et les enjeux d'attractivité. Sont en première ligne et sont challengés pour la prise en compte des besoins d'un bassin de vie dans lequel elle s'insère, évidemment pour la mise en œuvre des politiques publiques locales, qui donc ont vocation à être évidemment adaptées à différentes situations. Elles sont challengées pour répondre aux attentes concrètes et légitimes en matière de participation des citoyens, donc de concertation donc, de la population sur les projets, comme partout, mais ici, peut-être parfois plus qu'ailleurs, compte tenu des enjeux notamment de proximité. Alors, fort heureusement, eh bien, la démarche de programmation urbaine est là. Elle est là. Alors, elle est parfois effectivement poussée par des dispositifs de contractualisation, multipartenariaux ambitieux que vous connaissez, comme Petite Ville de demain notamment. Et de plus en plus donc, de petites collectivités s'engagent sur le terrain dans des démarches de projets où effectivement des questions de prospective, des questions d'organisation de partenariat donc, sont en jeu pour repenser l'avenir de leur territoire. Et la démarche de programmation tend ainsi à être de plus en plus présente chez ces petites maîtrises d'ouvrage et qui parfois la pratiquent d'ailleurs sans le savoir. Et quoi qu'il en soit, pardon, cette méthode
ces postures et cette méthode de la programmation peut évidemment leur apporter des moyens pour mener à bien justement ces projets de nature partenariaux. Alors, pour preuve, on a un certain nombre de missions qui peuvent être énoncées, notamment en consultation que l'on peut rencontrer, en tout cas à travers notamment les différentes offres qui sont proposées via les marchés publics, des missions de prospective, donc de mise au point de schémas directeurs intercommunaux, des équipements publics. Donc on a des thématiques parfois qui effectivement sont saillantes, des missions d'AMO, de programmation urbaine, de revitalisation classique, des études foncières, de prospective sur le devenir de zones d'activité, ou tout simplement remobiliser à mi-mandat ou d'ailleurs juste dans la foulée d'une campagne électorale, voilà, faire projet, définir à travers des actions ou la hiérarchisation d'actions prioritaires, définir un projet, une feuille de route. On va d'ailleurs l'éclairer par petit focus dans le cadre de notre exposé d'aujourd'hui, cette situation effectivement que l'on peut rencontrer aujourd'hui sur le terrain. Alors, la démarche de programmation urbaine, une force pour les territoires, plus qu'une conduite de projet simplement voilà, intelligente, elle permet de garantir l'atterrissage des ambitions des politiques publiques et des stratégies territoriales dans l'aménagement urbain. Elle fait ce lien, elle fait ce trait d'union qui manque souvent au projet et donc notamment venir corriger parfois ces déconnexions qui peuvent exister entre ce que peut énoncer la planification à différents échelons et les opérations, l'action concrète que l'on va réaliser dans l'espace, sur les territoires. Et donc, c'est la démarche de programmation qui est un outil de développement local au service d'un territoire vivant, évidemment, et qui est là pour capter les initiatives de la société civile, des habitants, mais aussi, bien sûr, des acteurs économiques, que ce soit des commerçants, des acteurs de la microéconomie, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui peuvent exister sur ces territoires, mais qui sont souvent invisibles ou peut-être, en tout cas, mal considérés dans les processus de réflexion, de projet, de transformation. Et donc, l'urbanisme, pour eux, évidemment, pour tout le monde, est un moyen de transformer dans la perspective à la fois de contribuer au développement local, mais aussi d'améliorer, bien sûr, le cadre de vie. Bien sûr, tout ça pour mettre l'aménagement au service de la transition des territoires, bien sûr. Alors, on a quatre ici points que l'on souhaite partager avec vous, qui nous semblent quatre arguments en faveur de l'appropriation et de la diffusion massive des outils et des méthodes, donc de la démarche de programmation urbaine dans les territoires. Premier argument, mobiliser les élus autour d'une vision partagée. La proximité des élus avec le territoire, leur bonne connaissance du terrain, peut parfois se doubler d'une méconnaissance, voire d'un sentiment de complexité face aux temporalités et aux processus techniques, procéduraux, donc de l'aménagement. Et ce, même pour des élus aguerris. Dans ce contexte, c'est vrai que le dessin, l'image d'un projet, le fameux plan guide, quand il arrive trop tôt, qu'il remplace la réflexion préalable sur les contenus et les usages, notamment, va mettre les élus dans une position de simples décideurs, voire de donneurs d'ordre, en tout cas, dans l'impossibilité vraiment d'incarner le projet en tant que maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est un enjeu qui est évidemment considérable. À l'inverse, donc la programmation urbaine, justement, est par définition une démarche engageante, responsabilisante pour l'élu local. C'est évidemment un référentiel, un repère, excusez-moi le terme, un référentiel, le terme est un petit peu technique, mais en même temps, ça donne des repères forts pour savoir depuis où on parle et depuis où on construit sa responsabilité en tant qu'élu, en tant que collectivité, en tant que territoire. Et donc, on met là, à travers la démarche de programmation, évidemment, tout simplement, en fait, le politique en capacité, et la politique en capacité de se projeter, d'arbitrer à partir des enjeux, des problématiques du territoire. Et donc,
la démarche de programmation, là, pour le coup, est véritablement une démarche d'aide à la réflexion, certes, mais de prise de décision, bien sûr, in fine. Ici, c'est un exemple que l'on prend d'une situation vécue et qui montre avec simplicité une démarche du diagnostic à la mise au point d'un schéma directeur à la fois programmatique mais également spatial, donc mené sur une commune de moins de 6 000 habitants, sur un temps très court, hein, de 6 mois, en partant d'une question simple, comment articuler les actions à engager à une vision actualisée et partagée du projet de territoire. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a le lien à construire entre les actions, parfois plus ponctuelles, plus opérationnelles, on dirait, à une vision stratégique, c'est-à-dire celle du projet de territoire. Donc, comment relier les deux à travers un processus qui mutualise finalement à la fois les approches de nature stratégique, territoriale, et les approches plus opérationnelles, plus techniques, avec des enjeux évidemment économiques également derrière. Et donc, les élus doivent être partie prenante, bien sûr, les services également, mais parfois les services sont assez peu présents, comme vous le savez. Mais en tout cas, les élus peuvent être dans ces territoires-là en première ligne d'un travail partenarial, d'un travail de concertation. Hein, le mot concertation ne s'applique pas pour le coup qu'aux citoyens. Il s'applique à la possibilité des élus entre eux, et bien dans une logique de travail qu'on appelle interélus, de réfléchir, de penser, de co-construire finalement le projet entre eux et avec d'autres acteurs évidemment, et donc dans un processus continu de travail. Ici, il y a 2 ateliers qui permettent aussi de chaîner une phase de diagnostic plutôt et puis une phase d'orientation et notamment adossée à des scénarios. Et ces temps forts du travail et de co-construction permettent de réarrimer finalement la feuille de route du mandat dans le cadre d'un projet de territoire à la fois actualisé avec des focus d'opération, évidemment échelonnés dans le temps, et donc l'ensemble étant aussi beaucoup mieux compris de manière pleine et entière par l'ensemble de l'équipe municipale et puis bien sûr des citoyens. Deuxième argument, peut-être plus connu, même si parfois on a le sentiment qu'il n'est pas obligatoirement pris dans sa totalité, en tout cas dans l'ensemble de son envergure, c'est que le diagnostic à 360 pour fonder l'action publique, la démarche de programmation, elle se fonde systématiquement sur un diagnostic transversal, contextualisé, une mise à plat globale des initiatives locales et des dynamiques de projet. Et à l'échelle d'un bassin de vie, de proximité, d'une communauté de communes, voire de petites agglomérations, ça permet de manière efficace de réfléchir au bon périmètre, de poser un cadre de réflexion transversal, partageable, à même d'embrasser la variété, l'imbrication des problématiques en matière notamment de revitalisation, d'attractivité des territoires, puis de, enfin, remettre au centre et comme finalité de l'action publique les contraintes, les ressources, mais aussi les forces vives. On insiste beaucoup là-dessus dans la démarche de programmation, les forces vives, les forces en présence du territoire. On ne fait pas un projet sans les acteurs et sans leur capacité à contribuer en cohérence. C'est aussi l'objet de la programmation, de créer ces situations aux différents protagonistes qui sont très nombreux et très variés, en l'occurrence dans un projet d'urbanisme en général. Le partage, la consolidation d'un diagnostic, c'est donc un moment fort, fondateur de la démarche avec les services, les élus, sobriété foncière, adaptation au changement climatique ou encore vieillissement des populations. Les objectifs donc, de transition écologique et d'amélioration du cadre de vie peuvent être ici donc, re-questionnés concrètement à l'aune d'une lecture renouvelée donc des enjeux locaux. Autre atout en faveur d'une démarche de programmation, c'est le renforcement des liens avec les acteurs locaux qu'on a déjà esquissé dans ce qu'on a dit, mais en insistant là-dessus, la démarche de programmation, eh bien, elle repose sur une organisation des acteurs, à même de travailler ensemble, donc pour poser ce diagnostic justement, explorer les différentes pistes de solutions et puis s'engager dans l'opérationnel. Il s'agit d'un côté de pouvoir contribuer à
à la réflexion aux différentes étapes, dans une logique donc, de co-construction, et puis de l'autre, à pouvoir arbitrer. Il ne s'agit pas d'opposer d'ailleurs la co-construction et la question des arbitrages, mais de rendre lisible en tout cas ces deux dimensions à articuler du projet. Et ça, la programmation et la démarche de programmation est là pour l'animer. Et donc, il s'agit de prendre des décisions donc, au bon moment et sur la base, évidemment, des bons éléments que le travail de programmation doit apporter aux différents acteurs et notamment, là, pour le coup, aux élus. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler une définition de l'intelligence collective, terme que vous connaissez, beaucoup utilisé, mais en tout cas, voilà, c'est une manière, en tout cas, pour nous aussi, de l'éclairer. Et cette lecture, donc, elle est particulièrement adaptée à la réalité des écosystèmes locaux sur les petits territoires. La démarche de programmation, finalement, elle propose ce qu'on appelle, nous, un colloque situé, un cadre de réflexion, de dialogue, d'action, organisé avec l'ensemble des acteurs, des partenaires locaux, d'ailleurs au premier rang desquels les habitants et la société civile. Et enfin, le quatrième argument, la démarche de programmation permet de doter in fine la collectivité d'un tableau de bord pour organiser, prioriser et s'engager concrètement dans l'action. On peut avoir tendance à l'oublier, mais la démarche de programmation est une démarche tournée vers l'opérationnel. Elle aide la maîtrise d'ouvrage à organiser dans le temps les investissements sur la base d'une feuille de route claire et partagée. La démarche de programmation, on a beau dire, elle est amont, non, elle est amont et aval. Elle accompagne un processus, finalement, elle représente la maîtrise d'ouvrage. Elle est la maîtrise d'ouvrage, cette démarche de programmation. Elle permet à la maîtrise d'ouvrage d'être en action de projet. Mais ceci, effectivement, on a coutume de le dire, du territoire à l'ouvrage. Donc, on ne peut pas opposer une stratégie d'aménagement du territoire local avec les opérations qui viendraient ou qui doivent venir en cohérence avec ces stratégies territoriales. Sinon, écoutez, ce n'est pas la peine d'avoir des stratégies territoriales. Bon, ce type d'outil de tableau de bord peut s'avérer donc très puissant pour les directions générales, les élus, pour fixer donc évidemment ce qu'on disait, des objectifs structurants à court, moyen, long terme, et puis identifier évidemment et travailler le rapport aux ressources disponibles, des moyens disponibles. C'est la façon effectivement de hiérarchiser, de faire politique finalement dans les processus de projet, puisqu'on va mettre en avant telle ou telle action au regard d'enjeux politiques, de représentation politique qu'on a du territoire. Donc par le caractère intégré, exhaustif, ça permet évidemment de guider l'action publique en matière d'aménagement et d'urbanisme, en se fondant évidemment sur les ambitions d'un territoire, crédibilisé, on va dire, par une lecture complète de la situation. Donc voilà, des 4 atouts d'une démarche de programmation urbaine qui évidemment n'a pas la prétention d'être exhaustive. Et donc, voilà, il y en a sans doute effectivement d'autres que vous pouvez remonter de vos expériences de terrain pour celles et ceux qui sont eux-mêmes actrices, acteurs, côté maîtrise d'ouvrage ou côté bureau d'études notamment, ou institutions diverses qui peuvent intervenir, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas, pour le coup, à les partager dans le chat, dans l'échange qui va suivre. Je passe la parole à Irène. Merci, merci François. Avant de passer aux échanges, nous voulions vous présenter dans les 3 minutes qui nous restent la formation à la démarche de programmation urbaine que nous proposons. Alors, d'abord, qui sommes-nous? François, tu peux avancer sur le support. Qui sommes-nous depuis 2010? Tu peux passer sur la diapo suivante. Depuis 2010, nous sommes un organisme de formation dédié à la démarche de programmation urbaine et à sa pratique de terrain comme démarche de projet au service de l'élaboration et de la mise en œuvre des opérations d'aménagement tournées vers les maîtrises d'ouvrage et les territoires, avec un positionnement pédagogique clair qui est celui d'une amélioration collective de la pratique du projet urbain
en s'adressant tout simplement à des professionnels, par des professionnels, à partir de méthodes, d'outils et de mise en situation concrète pour parler, d'une démarche et la mettre en pratique. Tu peux passer sur la diapo suivante. La formation, s'adresse donc à tous les professionnels de l'urbain et de l'aménagement au sens large, que vous vous situez côté maîtrise d'ouvrage public et donc dans le champ de l'ingénierie publique au sens large, en tant que collectivité, aménageur, mais aussi en tant qu'appui à ces collectivités dans les territoires, comme je pense notamment au CAUE et aux agences d'urbanisme qui nous suivent chaque année, ou que vous vous situez aussi dans le champ de l'ingénierie privée, donc c'est l'autre grande partie de notre public, à savoir dans le champ de l'accompagnement et du conseil, mais aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Alors, en écho à ce public, les contenus de la formation sont portés par une équipe pédagogique composée de professionnels, et de bureaux d'études praticiens, de l'AMO et de la programmation urbaine, donc qui vont, venir alimenter, les contenus et éclairer, les contenus de la formation par, à la fois des études de cas et des cas pratiques, concrets et donc voilà, des professionnels qui sont investis, sur le terrain, aux côtés, des collectivités et des maîtrises d'ouvrage. Et concrètement, le cursus de formation que nous proposons donc est un cursus, de formation continue à la démarche de programmation urbaine qui se déroule, de septembre à juin avec, donc ça représente en moyenne, 1 à 2 jours de formation par mois et donc qui peut être bien sûr suivi, en cursus, continu ou en cursus complet ou en cursus à la carte. Il est proposé depuis maintenant 3 ans dans un format mixte qui alterne, à la fois des séquences en présentiel, en ouverture, à mi-parcours et en fin de cursus, donc sur 2 jours, ou 1 jour et demi consécutifs et des séquences de modules à distance. Donc c'est à la fois pour voilà, faciliter le suivi et proposer différents formats pédagogiques à un public qui, vous l'aurez compris, vient de toute la France. Donc c'était aussi dans une logique d'optimiser et de faciliter, l'accès, à la formation. L'armature pédagogique de ce cursus est construite autour de 2 grandes séquences. Une première séquence sur les acteurs et l'organisation de cette démarche. Donc, on va parler des cadres et des grandes lignes structurantes transversales que sont notamment la question du montage, la question de la stratégie environnementale et la question aussi de l'articulation enfin, de ce dialogue et de la bonne efficacité de ce dialogue entre programmation et conception. Donc ça, c'est la première séquence. Et puis à partir de février jusqu'à juin, une deuxième séquence où on rentre du coup dans des approches plus thématiques qui vont décliner et faire des focus spécifiques sur les outils et les approches dans les grandes composantes urbaines que sont l'habitat, les équipements, les services, les commerces, mais aussi les mobilités et les espaces publics. Depuis 1 an, on propose aussi en complément dans le cadre du cursus complet, l'accès à un podcast, qu'on a appelé Alumni et qui est un podcast réalisé, par des participants, d'anciens participants du cursus complet, qui ont également passé la certification et qui viennent en tant que professionnels, formés aux pratiques et aux méthodes de l'AMO programmation urbaine, partager à l'occasion de petits épisodes de 10 minutes, un cas pratique, enfin voilà, une expérience professionnelle et l'interroger au regard des apports d'une démarche de programmation urbaine. Donc tout ça, vous trouverez pas mal d'infos et de présentations sur notre site internet. N'hésitez pas à aller le regarder. La formation aptitude urbaine, c'est aussi une certification qui s'appelle Conduire la démarche de programmation urbaine, qui est en place depuis 2018, qui est fondée sur un référentiel de compétences rédigé et partagé avec l'équipe pédagogique et un comité scientifique composé de professionnels extérieurs de l'AMO et de la programmation. C'est une certification qui est délivrée à l'issue d'une soutenance devant un jury de représentants institutionnels et professionnels de la programmation urbaine. Et depuis cette année, depuis juillet, on a le plaisir de communiquer et d'annoncer que c'est une certification de compétences qui est désormais
enregistré et reconnu au répertoire spécifique de France Compétences, et donc qui reconnaît et qui atteste à la fois de sa valeur, de sa qualité et de sa pertinence en termes de compétences et de pratiques dans le champ des pratiques professionnelles en urbanisme et en aménagement. Alors, pour finir, ça me permet de conclure donc sur un dernier point. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous former avec nous, on sera ravis de vous accueillir. Les inscriptions sont ouvertes pour le cursus qui démarrera donc fin septembre. Concernant les modalités de financement et de prise en charge de la formation, plusieurs dispositifs possibles, les classiques via votre entreprise ou l'OPCO de votre entreprise dans le cas des plans de développement des compétences, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, via Pôle emploi, mais aussi certains autres dispositifs pour les cas spécifiques de demande d'emploi ou de transition professionnelle. Et c'est la nouveauté de cette année qui est liée à l'enregistrement de cette certification par France, l'enregistrement et la reconnaissance par France Compétences de notre démarche de certification. La formation sera désormais également finançable via le compte personnel de formation. On aura tout le loisir, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter directement et puis de vous expliquer tout ça. C'est en train de se mettre en place et ça devrait l'être dans une quinzaine de jours. Donc, on est très content et on espère que ça pourra encore faciliter l'accès à cette formation. Voilà pour l'essentiel. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. On espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas maintenant, je vous propose de nous faire part de vos retours, à la fois sur la partie amont présentée par François, éventuellement sur la formation aussi, si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute.